Nance et Moots, les deux voyageurs de la série Nus et Culottés, nous ont fait le plaisir de passer chez Joorama pour partager leur expérience autour d'une bonne tasse de thé. C'est passionnant et c'est tout de suite après ces quelques images. Avec Nus et Culottés, vous rentrez dans le monde de la science-fiction. On est tout nus, on n'a pas d'équipe technique, on n'a pas d'argent. On a 3 caméras, une là, une là et une là-bas. Et on a un rêve, c'est d'aller en Grande-Bretagne boire un thé avec un lord. D'aller trouver une oasis au cœur du désert marocain. Faire de la montgolfière dans les volcans d'Auvergne. Bonjour Nance et Moots de Nus et Culottés. On est très ravis de vous recevoir aujourd'hui. C'est un honneur, un plaisir et tout le tintouin. Nous, ce qu'on voudrait savoir, tout simplement pour commencer, c'est comment vous êtes devenus des voyageurs. Quel est le parcours qui vous a amené à Nus et Culottés? Putain. Ok, je te laisse démarrer. Il va falloir un autre plateau là. On a deux parcours différents à ce niveau-là. Moi, j'ai commencé à voyager de façon très, c'est parti d'une contrainte en fait économique, c'est-à-dire que j'habitais à Grenoble, je faisais mes études à Toulouse, et comme je voulais rentrer régulièrement chez moi, je n'avais pas l'argent de prendre des billets de train, j'y allais en stop. Alors ça fait 1200 km aller-retour. Donc je faisais un aller-retour, 2 allers-retours. Et j'avais vraiment le temps de rencontrer ce que c'était que l'autostop. Et dans les rencontres que j'ai pu faire au début, il y a eu des rencontres qui m'ont vraiment profondément marqué. Et petit à petit, je me rendais compte que l'enjeu, c'était vraiment pas économique. Ce qui se passait derrière le stop, c'était une opportunité en fait assez extraordinaire de passer 1 heure, 2 heures avec un parfait inconnu, avec qui on allait pouvoir échanger. Alors de la pluie de beau temps, mais aussi sur nos vies, sur qui c'est la personne que j'ai en face de moi, qui je suis moi aussi, me permettre de parler, parce que je vais peut-être pas la revoir cette personne. Enfin bref, du coup très vite, il y a eu cette curiosité qui s'est développée autour de l'autostop, et cette magie qui se passe quand tu connais pas la personne, et quand tu n'as pas d'engagement dans le futur. Ce type de voyage, et je pense que la base, c'était cette espèce de confiance en l'inconnu, alors en l'inconnu au sens étranger, la personne que je connais pas, mais en l'inconnu aussi en termes de situation inconnue. C'est-à-dire que tu es sur la route, tu lèves le pouce, tu sais pas ce qui va se passer dans les 5 prochaines minutes, mais pourtant, il va se passer quelque chose. Ouais. Et c'est ça qui me fascinait en fait. C'est de se dire, à tout moment, je peux être pris par quelqu'un qui va m'emmener dans son univers que je connais pas encore et qui va me faire découvrir des choses sur lui, sur moi. Et là pour moi il y avait une grande richesse du voyage. Complètement. De mon côté c'était plus un déclic, un peu le cliché de la conférence du voyageur que j'ai vu, je crois que je venais de passer le bac, je venais d'être en vacances et je suis allé voir la conférence d'un voyageur qui revenait, un gars du pays, de là où j'ai grandi. Qui revenait d'1 an et demi en vélo avec 2 copains. Et du coup, c'était 2 heures, 3 heures de conférence à raconter des anecdotes dans tous les sens, à montrer des photos pas croyables. Et là, j'en ai pris plein les mirettes et je me suis dit, tiens, j'ai envie un jour de faire un tour du monde à vélo. Chose que du coup, j'ai jamais faite. J'ai quand même commencé à voyager à vélo avec des copains. Il y avait 2 amis qui avaient prévu d'aller depuis là où on habitait jusqu'à la première montagne, monter un col et revenir. Et je me suis dit, les gars, je viens avec vous. Et l'idée aussi, c'était d'allier ça avec des projets associatifs où on allait ramasser des déchets dans la nature, où on allait faire de la sensibilisation aussi autour de l'environnement. Et donc, c'est à travers cette approche-là du voyage que ça me permettait de comprendre des choses. C'était pas mal autour de l'environnement à cette époque-là et j'ai voulu pousser le truc plus loin en partant voyager 1 an. J'ai pris 1 année de césure dans mes études. Nance, lui, a voyagé en même temps. C'est marrant parce qu'on s'est retrouvés à voyager à la même époque. On est partis en Amérique tous les deux, mais pas ensemble. Lui était avec un ami, moi j'étais avec ma copine à l'époque. Et donc ce voyage, je pouvais pas le faire à vélo parce qu'au niveau de la distance, il y a tout un tas de contraintes qui pouvaient pas se faire. Et c'est là où je me suis dit que j'avais bien envie de le tester en stop. On avait fait un peu de stop avec Nance avant ça. Du coup, entre parenthèses, je me permets de te couper, c'est là, dans ce petit voyage d'1 semaine qu'on avait fait un stop ensemble, qu'on s'est rencontrés en tant que voyageurs tous les deux. Et enfin bref, et puis, à la fin de ce voyage, on s'est dit, mais c'était incroyable ce qui s'est passé. Il faut qu'on continue de voyager comme ça. On rejoint la civilisation. Mon Dieu, Marilyn, ils sont partis tous. Ouais, ils sont partis sans rien dire. Il fait bon tout de suite quand on s'habille. Hein. En échange, on a un mini baluchon. C'est gentil, merci. Allez. Là, j'ai la méga dalle. Bon, il faut trouver un restaurant dans lequel on peut faire la plonge. Ok, j'aurai du boulot pour vous. Salut, on va en direction
direction de Calvi, est-ce que ce serait ta route à tout hasard? Comment vous êtes passé en fait d'une expérience personnelle à une envie en fait de partager ça avec un nouveau programme, avec quelque chose de conceptualisé justement? C'était suite à ce voyage justement qu'on a fait en fait on est parti pendant 2 ans à voyager et vivre à l'étranger, donc de 2008 à 2010. Et quand on est revenu de ces voyages qui se sont passés sur le continent américain, donc sud, centre et nord, en revenant, on est revenu à la fois avec un peu le blues du voyageur qui revient dans un monde qui connaît presque trop, qui est un peu trop fade, les gens, on peut anticiper leurs réactions, on connaît déjà les lieux, la France, les gens sont pas sympas, etc. Donc il y a un peu ce blues du voyageur. Et en même temps, il y avait cette envie de rester dans l'aventure, de continuer à apprendre, de continuer à découvrir à la fois sur les gens, sur une thématique, soit l'environnement, les moyens de transport alternatifs. Je crois quelque part, on voulait pas y croire à ce blues. On se disait, mais pourquoi nous, on part au Costa Rica pour voir des belles personnes, des cultures différentes, ça. Il y a des gens d'Amérique qui viennent en France pour voir la même chose. Ah, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à voir ça chez nous, quoi? Et on est revenu en France, on s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait voyager de cette façon, en s'allégeant, pour retrouver cette magie, pour retrouver ce sens de l'aventure? Et il y avait 2 autres éléments. Le premier, c'était partir tout nu pour nous. Ça avait aussi du sens, parce qu'à cette époque, on s'intéressait de très près à la vie sauvage. Et du coup, partir tout nu, c'était un engagement pour vivre dans la nature pendant quelques heures, mais vraiment le faire vraiment, quoi. C'est pas genre juste prendre copain des bois et puis quand t'as la flemme, tu manges ton sneakers et puis quand t'as envie, tu manges des plantes. Là, on était obligés. Donc il y avait ça qui nous intéressait. Et la deuxième chose, c'était à l'époque, j'écrivais un guide du voyage alternatif qui s'appelle la Bible du grand voyageur. Et je voulais faire une petite vidéo de 3 minutes pour illustrer quelques techniques. Et je me disais, en partant de rien pour aller réaliser un rêve un peu culotté, c'est sûr qu'on allait passer par toutes les techniques de voyage alternatif. Et donc ça ferait une magnifique illustration pour ce livre. Donc j'avais pris un appareil photo pas plus gros que ça, tu vois, vraiment la base. Et j'avais demandé, on avait vu ça avec Moots, on prendrait 2-3 vidéos de temps en temps, quoi. Et bon bref, un matin d'août, on se lance dans la Drôme. Un peu la pression quand même. T'imagines, on était sur le rocher comme ça. C'était dans le film ou c'est ça c'était en juillet 2010, exactement. On revenait de rentrer de nos 2 années donc à l'étranger. Et en plus, cette petite vidéo, c'était aussi un moyen pour montrer aux copains qu'on n'était pas si fous, parce qu'ils nous disaient, mais les gars, mais attendez, mais vous êtes en train de vous demander si vous emmenez votre permis de conduire pour savoir si vous allez louer une décapotable rouge ou pas. Vous n'êtes pas sortis des bois, vous n'êtes même pas encore. On va vous retrouver à l'HP ou chez les flics. Mes parents nous soutenaient quand même, nous disaient, s'il y a besoin d'aller vous chercher à l'HP ou chez les flics, on sera là. Moi je leur avais pas dit. Il y en a un filet. Ça y a un filet quand même. Ouais, mais le filet quand même assez. Avec un petit peu de pression derrière, tu vois. On vient de se faire arrêter par les gendarmes là. Et en fait on était en règle. Vous aviez prévu alors, à quel point vous aviez arrêté les plans, donc ça veut dire que vous aviez commencé à faire des plans quand même? La seule chose qui était planifiée, c'est qu'on avait avec nous ce petit appareil photo, on avait un couteau pour pouvoir tailler des objets, faire du feu éventuellement, quoi que ce soit, se débrouiller dans la nature. Et on savait qu'on voulait arriver à Paris en décapotable rouge et sortir en boîte. Et arriver donc en costard. En partant nu. En partant nu, donc oui, en partant sans rien, on n'avait pas d'argent. Je crois même qu'on n'avait pas pris carte bleue ce coup-là. On peut très très souvent contourner l'argent comme moyen unique a priori d'avoir des échanges quels qu'ils soient. Pour subvenir à nos besoins. Mais il arrive un moment où on se heurte à une réalité, une assurance. On va pas y aller avec des origamis, quoi. L'idée, c'est pas de se dire qu'on est contre l'argent, c'est plutôt de se dire est-ce qu'il existe, avant d'utiliser l'argent, d'autres moyens de se reconnecter directement? C'est une condition de base, disons, qui permet ensuite de découvrir d'autres choses et dans ces échanges où l'argent est un moyen, est-ce qu'il n'y a pas aussi autre chose qui peut rentrer en compte dans l'échange? Et c'est là où il y a tout l'humain. Donc c'est sans argent, sans vêtements. Et du coup, on se posait la question, nous aussi, justement des caméras, quoi. Et la première question qui nous est venue à l'idée, c'est vous qui avez fait le même type de voyage avec et sans caméra, c'est quoi la différence finalement entre avec et sans les caméras? Pour nous, c'était une question essentielle en fait. Et d'ailleurs, on est très content d'avoir fait ces expériences sans caméra au début, qui nous ont montré que les échanges étaient de la même nature, quoi, du même acabit, voire même
plus profond pour nous parce qu'on n'avait pas à se soucier des... Alors là, est-ce que cet angle-là, il est bien? Ah mince, ça fait 2 heures que je filme avec cette caméra, il faut que je la mette de l'autre côté. C'est plus la réal que la présence de la caméra, quoi. C'est plus Ah le oui, souci oui, de la réalisation. Surtout que les caméras sont toutes petites. Ça, et d'ailleurs, Ouais. ça change plus sur nous parce qu'on est préoccupé et du Très coup, bien. des fois, on peut pas vraiment rentrer en profondeur. Moi, je dis souvent, il y a 10% de personnes qui vont être influencées positivement, mais du coup, qui vont faire mourir la relation parce qu'il n'y a pas de cœur. Il y en a 10 autres qui vont carrément la fuir, qui vont dire je veux pas être filmé. Et entre les deux, il y a 80% des gens qui vont dire c'est quoi ça? Déjà, il y en a plein qui la voient pas, qui croient que c'est une canne à pêche ou un instrument de musique. Et ceux qui la voient, très vite, tu te fais réabsorber par la relation et tu oublies les caméras. Parce que notre caméra de point, on la pose derrière, donc elle rentre pas dans le champ de la conversation. Et puis le baluchon, finalement, tu l'oublies. Moi, je l'oublie. Il y a plein de gens au bout d'un quart d'heure, mais c'est quoi votre instrument de musique là ou votre canne à pêche aussi? C'est 2 trucs qu'on dit, instrument de musique ou canne à pêche. Du baluchon C'est un truc qu'on a développé, c'est qui du coup, ça c'est la créativité de Nance qui à un moment a fait attends, mais est-ce qu'on y aurait pas moyen, chant contre chant, tac tac? Et après, avec l'esprit cartésien de Moods, on s'est dit alors oui, mais il faudrait une caméra comme ci, comme ça, donc c'était vraiment un travail d'équipe. Ouais, donc du coup, ça c'était en revenant du 2e voyage où on était parti à 3 à tester le concept dans le froid, où on avait encore notre petit appareil photo, puis on se rendait compte que c'est quand même compliqué. Là, on est obligé d'avoir le truc à bout de bras pour filmer la personne quand on rencontre, puis se filmer nous quand on. Enfin, du coup, c'était pas ça. Il y a un truc à jouer sur un champ contre champ. Donc au début, on était parti sur l'idée d'avoir des lunettes. Ça existe avec une petite caméra là. Mais le problème, c'est que quand tu fais tiens, regarde mon truc. Ah ouais, d'accord. Ça va. Ouais. Et puis t'as une image qui ressemble à rien, quoi. Donc du coup, on s'est dit attends, faut un truc fixe. Donc ça veut dire l'épaule. Et puis c'est en jouant avec un. Ça faisait un petit moment qu'on s'amusait à voyager avec un baluchon. On avait récupéré un bâton. Quand tu voyages, tu mets un bâton, un bout de tissu, tu mets tout ce que tu as dedans. C'est ça. Lancer du sac à dos. Et du coup, tac, et en mettant la caméra au bout. Alors, on se rendait compte, mais c'est fou. J'ai beau la bouger, je suis toujours centré. Je bouge, je suis toujours. Alors c'est derrière, c'est pas stable, mais moi je suis toujours net. Non, mais non, c'est ça quoi. Parce que nous, on voulait pas d'équipe technique qui nous suive. D'un point de vue déjà purement technique, tu fais de l'avion stop avec 2 caméramans, c'est mort. C'est pas possible. Et puis d'un point de vue éthique et puis même du sens de cette expérience, on voulait pas dénaturer l'expérience. Je veux dire, si on est tout nu, tout seul dans la nature, ça avait pas de sens que tu aies 2 autres personnes avec nous sur une chaise en train de manger une pomme et tout ça pendant que toi tu crèves le faim. Ça avait pas de sens. C'est vraiment des moments très fort en convivialité, ça danse, ça chante, c'est des moments qui nous nourrissent beaucoup. Je dois faire ça là. Ça, cette caméra elle te filme et celle-là, elle me filme. Ouais. À votre voyage. Est-ce que vous avez des limites qui sont morales, religieuses, valeurs Ces voyages, on les voit vraiment comme des laboratoires où on expérimente. C'est pour ça qu'ils sont pas parfaits. C'est un processus où toujours on creuse. Ah bah tiens, ça à ce moment-là, c'était pas juste, ça demande d'être réajusté. La limite, là, je me suis pas respecté, il faudrait plus que je la mette là. Tiens, là, j'étais pas à fond, j'aurais plus donné. Donc c'est un processus voilà, où on cherche. Un laboratoire, c'est le mot pour moi qui caractérise ces voyages. Et puis c'est intéressant d'aller dans une voie, puis peut-être un moment aussi de faire marche arrière. Je me rappelle en Corse, on avait récupéré beaucoup de pain dans les restaurants, du pain sec en échange de faire la plonge à droite à gauche. Et au bout d'un moment, on avait le bide mais détraqué parce qu'on mangeait plus que ça. Parce que la question qu'on posait, c'était excusez-moi, est-ce que vous auriez pas un peu de pain rassis, tu sais, pour faire le premier contact? Et les gens disent ah ouais bien sûr, tiens. Mais tu sais des trucs. Et du coup on a changé la question. Bonjour, est-ce que vous auriez des légumes? Puis au bout d'un moment tu te rends compte que le corps il peut plus. Donc ça c'est vrai pour la nourriture, mais c'est vrai aussi pour tiens je m'intéresse à telle langue, mais au bout d'un moment j'ai la tête qui part en fumée parce que c'est trop, ou je m'intéresse à tel courant spirituel. Et ouais bon là par contre c'est vraiment trop contraire à ce que j'ai l'habitude de faire ou voir. Donc bon je reviens en arrière. Donc c'est vraiment une écoute. Moi c'est ce que ça m'a beaucoup appris, c'est être à l'écoute de ce que je ressens là sur le moment. Est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est juste? Ou est-ce que non, ça sonne faux, j'ai pas besoin de ça maintenant. Et nous on a un petit cadeau quand même pour vous. Bon c'est symbolique, hein, c'est le soleil. J'appelle ça des ancrages, je le garde précieusement. Est-ce que ça vous dirait de venir avec nous? Alors nous en échange on a un petit cadeau pour toi. Une cuillère pour pavé. C'est la relation humaine qu'on a envie de rétablir bien. De pas rester sur des relations artificielles avec les gens que tu croises aussi, de voir un peu ce qu'ils pensent et tout. Je
tombé dans un guet-apens, c'est la maison du bonheur. Au niveau de cette façon de voyager, en fait, est-ce que ça va pour 2 semaines ou est-ce que ça peut se transposer en mode de vie, quoi? Pour moi, il est à 2 niveaux. Ouais. Il est, en termes de voyage, c'est sûr. C'est sûr que ça peut être vu plus sur du long terme et que c'est au niveau du rythme que ça se joue. Du coup, effectivement, si on voyage, même avec des caméras, si on voyage sur 2 mois, je suis persuadé que c'est possible. Après, c'est juste qu'il faudra prendre un moment à faire la sieste, à se reposer une journée, à s'imposer ça. Très bien tout casser au niveau des rythmes. Tu peux très bien dire, je bouge pendant une semaine, je reste ici pendant 2 mois parce que mamie et papy sont trop cool en Camargue et ils vont bien m'accueillir pendant 2 mois. Mais ça peut vraiment se transposer en style de vie, mais c'est... Comme disait Alex, il y a une question qu'on se pose, et je me permets de la reposer, c'est est-ce que c'est pas plus facile quand tu sais que tôt ou tard tu vas rentrer chez toi et que tu vas avoir un salaire parce que le salaire passe encore. Je dirais que... Non mais c'est un plus pour vous, mais quand je réfléchis aux voyageurs qui seraient inspirés ou quoi par votre expérience, c'est plus facile de se défoncer quand tu sais qu'il va y avoir une fin. Bien sûr. Et nous, on essaie de les voir aussi les limites à ce concept-là, et c'est clair que avoir une fin à l'expérience, bien sûr que ça aide. Ça aide, oui. Et ça bien sûr que ça aide à trouver son rythme et puis à trouver la motivation quand ça va pas, à dire bon bah il y a 5 jours et tout ça. Et si ça devait durer toute la vie, c'est un choix de vie, c'est encore autre chose. Puis de revenir après avec cette force de dire tiens ça a marché sur 15 jours, bon le paquet, c'est comme un package, tout ça a marché pendant 15 jours, après dans ma vie, bah tiens je vais juste garder ça et ça. Et c'est déjà chouette d'avoir pu changer ça dans ma vie. Moi je dirais ce qui a changé dans ma vie, c'est pas trop les petits éco-gestes qui sont bien, tu vois, mais du quotidien, de faire du stop à la place de prendre sa voiture et tout ça. Ça a changé bien sûr, mais c'est pas le changement majeur. Pour moi, c'est le fait de rapprocher progressivement le voyage géographiquement. Alors au début c'était en Amérique, après c'était en France, et petit à petit l'intégrer comme une façon de voir ma vie. Un regard. Donc comme étant un voyageur de passage et que le voyage devienne intérieur, quoi. C'est-à-dire que ces changements, je les sens surtout à l'intérieur, dans capacité de se remettre en question, de recevoir les informations, et surtout j'ai pu constater l'ampleur de à quel point je pouvais être crispé, quoi, sur un mode de vie, quoi. Donc pour l'instant c'est surtout un espèce d'état des lieux. Je me rends compte, waouh, après ces voyages, il y a un travail immense à faire aussi à l'intérieur, tu vois. Dire, mais je suis cramponné sur mon mode de vie avec mes sécurités et tout ça, qui sont ce qu'elles sont, qui sont très bien. Mais je vois toutes les crispations, les tensions qu'il peut y avoir. En route, Moussaillon! Ah, vous êtes barrés, les gars, vous êtes complètement barrés. Houston, on n'a aucun problème là. Ce qui nous anime là-dedans, ce qui nous donne l'énergie de partir à poil dans des conditions qui sont parfois un peu difficiles, c'est l'envie d'apprendre, la soif de découvrir, quoi. Puis dans cette même idée de partage et de laboratoire, là aussi on est en train de lancer les ateliers du Grand Voyageur, qui est donc un grand laboratoire, une grande plateforme d'échange autour des techniques de voyage, à la fois des techniques vraiment purement pratiques en termes de comment on fait de l'avion stop, du bateau stop, comment est-ce qu'on trouve de la nourriture à droite à gauche, mais aussi comment est-ce qu'on fait pour voyager quand on est en couple, quand on est entre amis, quand on est en famille, quand on est seul, quels sont les points qui peuvent être dangereux, où est-ce qu'il faut être vigilant, comment est-ce qu'on fait un sac à dos, etc. Donc tous les points qui sont illustrés dans la Bible du Grand Voyageur qui vient de sortir, et tout ce qui aussi quelque part est illustré donc, par cette série Nuit culottée, ben là, par petits groupes, de partager ça avec des gens, de voir aussi ce que chaque personne peut faire profiter de sa propre expérience, et voir ensemble comment est-ce qu'on peut creuser ça. Tiens, il y a telle idée, tu l'as faite là-bas, je vais essayer, moi je pars en voyage à tel endroit, je vais essayer, et essayer de faire une espèce comme que la mayonnaise prenne, quoi, que toutes ces techniques-là, elles ne restent pas dans le sac à dos de chaque voyageur, mais que ce soit partagé, que ce soit beaucoup plus facile et beaucoup plus instinctif de se dire, bah tiens, je prends la route, j'ai peu de moyens, mais j'ai ça dans les tripes, bah, je peux y aller parce que je sais qu'on est toute une communauté de gens qui s'entraident et qui avancent, quoi. J'ai une petite question pour finir. Est-ce que vous avez toujours été culotté ou est-ce que c'est grâce à cette aventure que vous êtes devenu? C'est une bonne question, ça. C'est clair. Moi, j'étais pas du tout culotté. J'étais très timide.
C'est pas ces voyages-là qui ont vraiment tout changé. Ça a permis de changer beaucoup de choses. Mais le voyage, de manière générale, oui, ça a été un grand changement. Le stop, oser aller vers les gens dans une station-service, dire tiens, je vois que vous êtes immatriculé 52, vous allez probablement vers le nord-est, est-ce que vous pourriez m'emmener sur un petit bateau? Donc ça, oui, aller vers les autres, ça c'est le voyage, pour moi en tout cas, qui m'a permis d'oser plus. Moi, de nature, je suis quelqu'un d'assez... qui rentre facilement en contact avec les gens et qui n'a pas forcément une frontière bien définie au niveau de la politesse, de bienséance et tout ça. Donc de nature, j'avais ce côté culotté sans même le savoir en fait. C'est en discutant un peu autour de moi où les gens me disaient des fois c'est un peu culotté. Et dans le positif comme dans le négatif d'ailleurs, des fois ça me posait aussi des problèmes, des fois c'était chouette. Et du coup, c'était aussi un apprentissage pour moi, plus de remettre ce côté culotté, de lui donner une place un peu plus noble, quoi. On a vu ça. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et merci pour vos questions parce que c'est toujours un plaisir pour nous. C'est vraiment un moment d'échange, quoi. Ça. Parce que toutes ces questions nous permettent d'aller plus loin et puis de se poser des questions sous un angle qu'on n'avait pas forcément vu. Et c'est vraiment une grande richesse, quoi.